Bon, manifestement personne n'a compris que j'étais censé avoir un costume de Tim Burton, donc oublions ça. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, qui revient sur la carrière de Tim Burton. Aujourd'hui, la deuxième partie, les bugs de l'an 2000. Depuis Pee-wee's Big Adventure, la carrière de Burton est en croissance constante. Elle grimpe, grimpe, grimpe et grimpe. Après Mars Attacks, on lui propose un nouveau projet sur lequel il va travailler pendant plus d'1 an jusqu'à ce qu'il soit finalement abandonné. Merci Seigneur. Merci. Superman Lives, c'était ça le projet. Admirez comme ce costume est moche. Ça me donne envie de pleurer des larmes de sang. Comment peut-on avoir l'idée de foutre des néons lumineux sur le costume de Superman? Comment peut-on avoir l'idée de mettre Chris Rock en Jimmy Olsen? Ça vous fait gueuler des Asiatiques et des Blacks au Valhalla dans Thor? Imaginez Jimmy Olsen Black. Comment peut-on avoir l'idée de mettre Courtney Cox en Lois Lane? Attendez, non, c'est peut-être la meilleure idée du film. Le projet voyait déjà Kevin Spacey jouer Lex Luthor, ce qui a été conservé dans le film de Bryan Singer sorti 6 ans plus tard. J'aime beaucoup la saga Superman au cinéma. Elle a eu ses hauts et ses bas, mais jamais elle n'aurait pu descendre aussi bas qu'avec ce film. Vous voulez savoir pourquoi? Nicolas Cage dans le rôle principal. Nicolas Cage en tenue de Superman avec des plaques en plastique et de la fibre optique partout en dessous. Il y a donc un seigneur qui nous a protégés de ça. Et puis il y a eu Sleepy Hollow. Voilà, s'il y a un film à garder dans la filmographie de Burton, c'est celui-là. L'histoire, adaptée d'une nouvelle, est celle d'Ichabod Crane, un inspecteur de police new-yorkais qui souhaite instaurer des méthodes d'enquête scientifiques. En fait, c'est un petit peu le début des experts. Il tente de se faire entendre, mais tout le monde moque ses idées. On le met alors au défi de régler, avec ses méthodes, le mystère qui entoure une série de meurtres se déroulant à Sleepy Hollow. 4 victimes ont en effet été retrouvées décapitées, ce qui n'est pas le cas de leur tête, elles disparues. Ichabod va se retrouver plongé au milieu de complots politiques montés autour de vieilles histoires de familles sclérosées qui impliquent tous les grands notables de la ville. En même temps, évidemment qu'ils se détestent tous. Regardez ça, il y a Dumbledore et l'oncle Vernon dans la même pièce. Nul doute qui plus est que Dumbledore empêche l'empereur Palpatine de mener à terme ses plans diaboliques. Aucun d'eux n'est toutefois le tueur, puisque les victimes sont en fait celles d'un authentique fantôme, celui du cavalier sans tête, un ancien soldat connu pour sa férocité. J'adore qu'il ait taillé ses dents en pointe, c'est tellement génial! Malgré l'aspect irrationnel du crime, Ichabod veut mettre en œuvre son esprit de déduction pour trouver qui contrôle le cavalier et tenter de mettre fin à ses manigances avant qu'il ne soit trop tard et que le cavalier ne soit envoyé pour tuer Katrina von Tassel, la belle dont il est tombé amoureux. Les personnages sont tous captivants, même ceux que l'on voit assez peu. Ils développent tous un caractère identifiable auquel on peut adhérer. Le personnage d'Ichabod est tenté par les violentes images de son enfance, dans lesquelles on peut voir son père condamner sa propre femme pour sorcellerie et la soumettre à une mort lente et douloureuse. C'est de cette condamnation sans enquête qu'Ichabod tient sa volonté de développer les techniques d'investigation et cela le rend extrêmement attachant. Burton parvient ici à conserver ces thèmes, mais en les traitant différemment. La mort comique, oui, mais en faisant du comique autour de la mort. La mort elle-même n'a rien de comique dans le film, et c'est probablement la seule fois dans son travail. Je veux dire, pas de mort-vivant qui danse des claquettes, pas de fantôme qui fait danser des invités autour d'un repas. Quand tu meurs, tu meurs. Le seul revenant est d'ailleurs le cavalier sans tête. Est-il drôle? Non. Il est enragé, il a pas le temps de faire des grimaces et de danser le mambo. En fait, le comique autour de la mort qu'a développé Burton jusque-là est ici remplacé par un cynisme, qui forcément me parle beaucoup plus. La plupart des rires sont provoqués par Ichabod, joué encore une fois par Johnny Depp, qui a choisi pour ce personnage un registre maladroit mais déterminé assez amusant. Le simple fait qu'un aspirant médecin légiste défaille à la vue du sang ou d'entrailles crée un décalage forcément comique, surtout avec le jeu de Depp. Le film commence déjà sur un tour de force, avec une scène d'exposition qui donne les clés du film et révèle une partie du complot, et qui est un chef-d'œuvre de narration par le montage. Avec ses excellents acteurs, son excellent script et son excellente mise en scène, Sleepy Hollow est un excellent film, à nouveau marqué par les excellentes compositions de Daniel. Bon, je vais me faire allumer, mais c'est vraiment pas le meilleur travail de Danny Elfman. Non mais franchement, mais c'est vrai! C'est vrai! Écoutez, on va faire un jeu. Très simple. Je vous dis le titre d'un film, et vous pensez à la musique. Ok? Édouard aux mains d'argent. Voilà. Beetlejuice. Pum 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 pum. Hein? Sleepy Hollow. Vous voyez? Attention, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est franchement pas sa composition la plus inspirée et croyez-moi, j'ai étudié le dossier.
Les musiques sont bonnes et elles collent parfaitement à l'ambiance, à la bonne scène, au bon moment. Mais soyons objectifs, on est loin des thèmes extrêmement marquants des films précédents. Ce qui sera d'ailleurs vrai pour beaucoup de ses compositions après les années 2000, avec Burton ou non. En fait, un peu comme Tim, Danny a perdu un peu de sa superbe après le passage du millénaire et a commencé à avoir un travail plus qu'inégal selon les films. Mais lui au moins a compris que le meilleur moyen d'être à nouveau inspiré était de changer de registre. Plus haut est le sommet, plus forte sera la chute. C'est à partir du début du XXIe siècle que la carrière de Burton a commencé à devenir vraiment chancelante jusqu'à sombrer complètement dans l'abîme. Mais ne nous avançons pas trop loin. Tout cela a commencé par la sortie d'un film dont tout le monde s'accorde à peu près unanimement à dire que c'est un ratage complet, La planète des singes. Avant toute chose, ne venez pas me parler de conditions de tournage horribles et de pression des producteurs sur Burton. D'une part, quand on s'appelle Tim Burton et qu'on peut vendre un film sur son nom, on peut envoyer se faire foutre un producteur caractériel sans se faire de soucis pour sa carrière. D'autre part, ce qui a été chaotique avec La planète des singes, c'est son développement, le temps passé à trouver le bon script, le bon réalisateur et les bons acteurs pour qu'un remake à l'étude depuis 1988 finisse par voir le jour en 2001. Alors déjà on a un problème. La planète des singes. Remake ou reboot? Selon les fans, parce que oui ce film a des fans, c'est un reboot parce que c'est ainsi que Burton l'a envisagé au début. Selon Wikipédia, un reboot, terme anglais signifiant redémarrer, désigne une nouvelle version d'un film, d'un jeu vidéo ou d'une série télévisée, où l'histoire repart sur des mêmes bases mais dans des directions différentes contrairement à un remake qui reprend la même trame que l'original. Pour ce qui me concerne, c'est un ramassis de conneries. Qu'est-ce qu'un reboot? Comme son nom l'indique, c'est un redémarrage. L'idée est donc de refaire un film et de créer une saga à partir de là. C'est donc de faire un remake qui inspirera ses propres suites. Or, ce film n'a pas engendré de suite. L'idée selon les Wikipédia, comme quoi un reboot prendrait plus de liberté avec l'histoire qu'un remake, est complètement infondée, et les contre-exemples se comptent par milliers. Justement, on reproche souvent au remake de prendre trop de liberté par rapport aux originaux. Ceci valide ma thèse. Un reboot n'est ni plus ni moins qu'un remake qui a marché au point d'en faire des suites. Déclarer fièrement que son film est un reboot ne fera pas oublier qu'il s'est cassé la gueule, monsieur Burton. C'est la carrière du film qui fait la différence entre un reboot et un remake. Et ainsi votre film n'est autre qu'un remake pourri de plus. Contrairement à La planète des singes et les origines, qui lui a fonctionné et qui aura droit à sa suite aux alentours de mai 2014. Il a ses failles, mais il est au moins plus intéressant que celui de Burton. Ce problème étant réglé, passons au film. Membre d'une équipe de spationautes faisant des expériences sur les singes dans une station orbitale, le capitaine Leo Davidson, interprété par Mark Wahlberg, a pour mission d'apprendre à son singe Périclès à piloter une navette de reconnaissance. On sait qu'un acteur est au fond de sa carrière quand on lui donne un animal comme partenaire à l'écran. Heureusement, Mark a aujourd'hui remonté la pente. Tout se déroule normalement lorsque la station est soudain victime d'une panne de courant. Cette panne est causée par l'apparition mystérieuse d'une tempête magnétique. On sait qu'on est dans un film de Burton malgré tout puisque la tempête est en spirale. Ah, la tempête magnétique. Le Deus ex machina de la science-fiction. Avec les trous noirs bien sûr. La station décide donc de mettre à l'épreuve ce sur quoi elle travaille depuis le début et d'envoyer le singe de Léo en reconnaissance. Il y est opposé et souhaite y aller lui-même, mais on envoie tout de même Périclès. Il est cependant pris dans un labyrinthe de trous de verre qui le téléporte à la fois dans l'espace et le temps, et comme il est en panique, il ne contrôle plus rien. Léo décide alors d'envoyer tout le monde se faire foutre et de partir en spring break. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que depuis le début de l'incident, les schémas informatiques montrent une trajectoire qui va vers le haut de la station, et lui se casse vers le bas. Il parvient tout de même à traverser lui aussi la tempête et se retrouve téléporté quelques années plus tard, comme lui indique son ordinateur de bord. Comment l'ordinateur peut-il savoir qu'il a avancé dans le temps? C'est pas magique, il a besoin d'une base l'ordinateur, il peut pas savoir tout seul qu'il a changé d'année. Il atterrit alors sur une planète dont l'atmosphère est heureusement respirable et est immédiatement pris en chasse par des singes. Il va découvrir une planète où les singes sont l'espèce dominante et ont réduit les humains en esclavage. Poursuivi inlassablement par le général Tade, Léo va devenir le leader d'une révolte d'humains et finalement d'une paix durable. Il y a de nombreux problèmes dans la planète des singes. Malgré tout, il faut que je fasse attention à ne traiter que de ce qui en fait un mauvais film, en oubliant les films d'origine que j'ai vus comme ça, en passant. Il y a déjà un problème avec l'opposition entre les hommes et les singes. Le film nous explique qu'en fait, cette planète n'était pas habitée à l'origine. C'est la station spatiale du début qui a été happée par la tempête et transportée à travers le temps et l'espace quelques centaines d'années plus tôt. Les singes sur lesquels travaillait l'équipe se sont révoltés, ont migré vers la forêt et y ont construit la ville des singes. Pourquoi eux auraient réussi? Mais les équipes de scientifiques et de militaires entraînés ont régressé à l'état d'homme de Cro-Magnon. Ensuite, l'idée de base de la planète des singes, c'est de renverser la domination des espèces. Les singes en dominant intelligents, les humains en animaux sans conscience. Or ici, les humains sont encore tout à fait capables de parler et ont un vrai comportement social. Je ne dis pas que du moment que les humains parlent, les singes ne pourraient pas les considérer comme des animaux. L'histoire de l'humanité a suffisamment apporté la preuve que ce ne serait pas vrai.
On pourrait se dire que c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout en ce qui concerne Léo. Pourquoi ? À cause de ça. Keep your eye on this one. Pourquoi ? Il s'est pas débattu plus que les autres, ne s'est pas résigné avant les autres, il n'a pas une morphologie particulièrement différente, et n'a rien dit de spécialement intelligent. Pourquoi devrait-il attirer l'attention des singes plus que les autres humains ? Le gros problème, c'est surtout que Burton n'est pas fait pour la science-fiction. C'est une évidence. Et le problème, c'est que ça se voit dès les 5 premières minutes du film. C'est lorsque la station spatiale tombe en panne, une fois que l'alimentation est rétablie, que l'on comprend cela. Ce que je veux dire n'est pas une attaque spécifique à Burton, c'est valable pour tous les réalisateurs qui font un film lié à une technologie. Sur un écran, la neige n'est produite qu'en cas de réception d'ondes analogiques. Si déjà, dans votre tête, un ordinateur qui tombe en panne produit de la neige sur son écran, c'est que vous ne comprenez rien à la technologie. Et dans un film de science-fiction, ça la fout quand même un peu mal. S'il ne vous fallait qu'une seule preuve que Burton est fait pour le fantastique et pas pour la SF, elle est ici! Cette fameuse épave de la station orbitale, d'ailleurs, autour de laquelle va se jouer le dernier combat. Elle marche encore? Et avec quelle source d'énergie? De la rouille? Vous avez vu l'état de ce truc? Au bout d'une centaine d'années, elle marchera encore, et les écrans LCD couverts de terre n'auraient aucun pixel mort? Et puis, il faut parler de la fin. Une fin unanimement décriée. Probablement l'une des pires fins qu'on ait jamais écrites pour un film de cette envergure. Léo utilise la navette de son singe Périclès pour s'envoler à nouveau et traverser la tempête magnétique pour revenir à son époque. Une science plus qu'inexacte, puisque la station qu'il a traversée en dernier est arrivée 100 ans avant Léo, et la navette de Périclès 3 jours après. Mais soit. Léo traverse et arrive en vue de la Terre, qui est clairement la Terre, là où la planète des singes était clairement une autre planète avec 3 satellites. Pour autant, quand il se pose dans un Washington contemporain... Par où je commence ? D'abord, pas la même planète. Ensuite, même si on supposait que c'était la planète des singes d'origine, il nous a fallu un paquet de temps pour passer de la jungle aux grandes villes modernes. Et laissez-moi vous dire que les héros d'il y a 3000 ans, on les a un peu oubliés. Dans ce scénario, pourquoi diable aurait-il construit exactement les mêmes villes aux mêmes endroits ? D'ailleurs, l'ordinateur de bord de la navette de Léo indiquait clairement et de façon tout à fait miraculeuse qu'il avait avancé dans le temps en allant sur la planète des singes, et que quand il revient, il retourne dans le passé. Sachant que le film devait être un reboot, j'ai supposé que la suite aurait expliqué ce twist complètement tiré par les cheveux, et j'ai élaboré 2 théories. La première, c'est que la tempête magnétique serait aussi un passage vers d'autres dimensions, et aurait mené à une dimension où les singes sont restés l'espèce dominante. C'est plus que bancal pour 2 raisons. D'une, nous sommes les singes qui sont devenus l'espèce dominante. De 2, le général Thade n'est pas mort dans cette dimension mais sur la planète des singes. L'autre hypothèse, c'est que Thade, une fois enfermé dans sa cage à la fin du film, aurait pu utiliser l'ordinateur de bord pour comprendre la technologie des humains, se libérer, créer ses propres vaisseaux et emprunter la tempête pour revenir dans le passé, comme par hasard bien avant Léo, cette tempête est vraiment un putain de Deus Ex Machina, et envahit la Terre avec son armée de singes. Auquel cas, il aurait dû revenir un bon paquet d'années en arrière, tout de même, et une fois la Terre conquise, ils auraient quand même pu personnaliser un peu plus tout ça, au lieu d'être habillés comme des flics normaux. En fait, très indépendamment, c'est juste un scénario ultra basique et un film qui ne va nulle part, sans aucun attachement émotionnel pour des personnages aussi unidimensionnels que des feuilles de papier, et une très mauvaise science-fiction de série B. Mais c'est surtout quand on le compare à l'original que le bas blesse. Faire d'une histoire de science-fiction qui fait une analyse grinçante de notre société et plus que pessimiste un putain de film Disney, c'est quand même honteux. Parce que c'est ça la planète des singes de Burton. C'est l'éternel scénario Disney du mec qui va arriver dans un monde étrange et va régler tous leurs problèmes en 3 jours en se tapant les princesses. Parce qu'en plus, il roule des pelles à 2 nanas dans le film, l'humaine et Harry. Les singes sont bien moins intéressants que dans l'original. La décision de leur laisser un comportement profondément simiesque va juste complètement à l'opposé du principe même du concept de la planète des singes. L'idée de base, c'est d'inverser les rôles afin de révéler les comportements d'animaux des hommes. Voir des singes être comme des hommes, ça met encore plus en avant les réactions bestiales et animales que les humains auraient également dans ces situations.